Je vais demander à Monsieur Jean-Louis Laville de me rejoindre. Bien, Jean-Louis Laville, vous êtes économiste et sociologue, vous êtes professeur au CNAM, vous êtes titulaire de la chaire économie solidaire. Beaucoup d'entre nous vous connaissent. Qu'avez-vous retenu de ces échanges, de ces deux tables rondes ? Écoutez, quelques réactions à chaud sur les tables rondes en particulier, mais aussi sur la dynamique de l'ensemble de la journée. Moi, il me semble qu'il faut se méfier, aujourd'hui comme hier et demain probablement, de considérer les associations comme des organisations gentilles avec lesquelles tout le monde devrait être gentil, parce que je pense que ça entretient sous les hommages rituels le fait qu'au moment des vraies décisions, des choses sérieuses, par exemple des décisions budgétaires, on continue à considérer les associations avec mépris. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui, et là il y a eu des divergences d'équilibre nouveau entre l'économique, le social et l'environnemental. Je crois au contraire que nous sommes dans une situation de déséquilibre inédite et que ça nous pose des défis, on l'a dit, qui sont à la fois sur la solidarité au sens de lutte contre les inégalités et sur la solidarité au sens de combat aussi pour la planète. Et il me semble qu'il faut revenir à ce qui a été dit par Philippe Jachand pour ouvrir la journée, c'est-à-dire que nous devons aussi inclure dans le débat que nous avons l'aspect tragique qu'il y a, parce que cela peut mal se terminer. Je travaille beaucoup avec le Brésil. Il y a 5 ans encore au Brésil, on ne pensait pas que la droite extrême pouvait accéder au pouvoir avec les conséquences sociales et écologiques désastreuses qu'il y a aujourd'hui. Ceci nous guette. C'est par rapport à ça, me semble-t-il, que nous devons aussi raisonner sur ce que peut être l'association demain. Et je voudrais relier peut-être ce qui s'est dit aujourd'hui très rapidement avec moi ce que je peux modestement constater avec les associations avec lesquelles je travaille sur le plan local. Je pense que comment en sommes-nous arrivés là ? Il faut quand même revenir à la genèse et au contrat social qui a été passé après la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle la déclaration de Philadelphie qui, consensuellement au niveau international, admet que le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social. Donc il y a une priorité qui a été donnée au social à ce moment-là, qui a entraîné à la fois le développement de ce qu'on a appelé l'État-providence, c'est-à-dire un État social beaucoup plus englobant, et puis en même temps qui a intégré les associations dans une certaine dépendance à cet État social, avec les phénomènes, ils n'ont pas tous été vertueux, de clientélisme qui ont pu en découler. Mais quand même, il y avait cette volonté de mettre le social en avant. Ce projet, il a été détruit dans les années 80 et ça va aboutir à la signature à la fin des années 90 d'un autre texte, le consensus de Washington, qui va aller à l'encontre de ce qui avait été le contrat social de l'après-Seconde Guerre mondiale dit des 30 Glorieuses. Quand nous avons fait le livre co-signé, coécrit entre des responsables associatifs et des chercheurs qui s'appelle Association et Action publique, nous avons relu les textes d'Hayek, de Friedman, qui ont été à l'origine du consensus de Washington. Et nous avons vu ce qu'ils ont écrit. Leur projet est un projet de lutte contre la démocratie. Ils veulent réduire la démocratie, limiter la démocratie, je cite, pour que l'on remette la concurrence comme le premier principe structurant de la société. Et ceci, ça a des effets depuis 20-30 ans sur les associations. Donc comment est-ce que les associations peuvent réagir par rapport à ce contexte défavorable, par rapport à ce déséquilibre inédit? Je pense qu'il y a aujourd'hui 3 façons de réagir. Je pense qu'il y en a 2 qui peuvent conduire à des impasses et un 3e qui est porteur d'espoir, puisque je pense qu'il s'agit à la fois de réagir mais aussi de construire. Les 2 premières stratégies associatives que l'on peut constater sur le terrain, principalement là dans les associations d'une certaine importance, d'un certain volume, c'est d'avoir voulu s'adapter
aux nouvelles contraintes par la professionnalisation gestionnaire. Parce que cette nouvelle école économique que je décrivais, elle a eu sa traduction gestionnaire avec ce qu'on a appelé la nouvelle gestion publique, c'est-à-dire des associations beaucoup plus soumises à des marchés, beaucoup plus soumises également à une appréhension, une évaluation quantitative basée sur l'efficacité et l'efficience. Et par rapport à ça, un certain nombre d'associations ont voulu aller chercher des managers pour essayer de mieux maîtriser ces contingences. Ce que l'on voit aujourd'hui en France comme dans d'autres pays, c'est que cette réaction par la professionnalisation gestionnaire est aujourd'hui à bout de souffle. Pourquoi ? Parce que les managers qui sont arrivés dans les associations au poste de direction et qui ne connaissaient pas les métiers associatifs ne sont pas arrivés véritablement à dialoguer avec les professionnels de métier qui sont au contact du public dans les services associatifs au jour le jour. Et de plus en plus, il y a une coupure culturelle entre des dirigeants qui veulent toujours plus faire que les salariés obtempèrent, changent leur comportement, et des salariés de terrain qui, eux, pensent que les dirigeants ne les comprennent plus. Donc je pense qu'on est un peu au bout de cette première stratégie associative. Il y a une deuxième stratégie associative, on en a parlé aujourd'hui, qui voudrait que les associations soient enfermées dans un nouveau rôle qui serait un rôle de moralisation de la société. Et je crois que ce rôle, il a été en particulier promu par tout un ensemble d'approches principalement anglo-saxonnes autour du social business, autour de la venture philanthropie, autour de tout un ensemble d'autres approches, et que l'on a aujourd'hui une volonté de faire du social par la moralisation. Et je crois que ça nous ramène à ce qu'était finalement la philanthropie au XIXe siècle. Je pense que le fait qu'on ne répondra pas à l'ampleur des questions qui nous sont posées par la néo-philanthropie, ça a été prouvé par l'échec de Clinton aux dernières élections américaines. C'est-à-dire que le couple Clinton est le principal représentant de cette néo-philanthropie américaine. Et on voit bien, ça a été analysé aujourd'hui dans un certain nombre de travaux aux États-Unis, que la néo-philanthropie est de plus en plus une insulte pour une partie de la population qui l'amène parfois à réagir de manière extrêmement violente, on l'a vu. Donc je pense que ce qu'on nous présente comme une sorte de secteur associatif modernisé autour de la moralisation et autour de la néo-philanthropie est aussi une impasse. Je crois qu'il y a, par contre, et ça a été souligné dans les débats toute la journée, un troisième scénario qui se profile, qui, je crois, se différencie des deux premiers. Pourquoi ? Parce que dans le premier, l'association reste dans la dépendance à l'État social, même si c'est un État modernisé qui a moins de moyens. Dans la deuxième option, ce qu'on propose aux associations, c'est de rentrer de plus en plus sous la dépendance des grands groupes privés et de faire des affaires avec eux, si j'ose m'exprimer ainsi. Je pense que le troisième scénario, c'est le scénario du XXIe siècle parce que c'est d'admettre comme interlocuteur, au-delà de l'État et du marché, un troisième pôle qui est celui de la société civile organisée dont on a parlé et qui devra être inclus dans le contrat social du XXIe siècle si on veut que les défis socio et écologiques soient réglés, comme ça a été noté, non pas par la dictature, mais par la démocratie. Ça ne sera pas suffisant avec l'État et le marché. C'est pourquoi nous sommes ici, c'est pourquoi nous sommes impliqués dans des associations, parce que c'est la seule manière de relancer la démocratie au XXIe siècle par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et là, je voudrais dire que ce troisième scénario, qui est un scénario de démocratie et d'économie plurielle, qui joue sur la diversité, qui ne joue pas comme sur le deuxième et le premier scénario sur l'uniformisation et la standardisation, c'est aussi un scénario qui est en train de se faire. Je vais prendre quelques exemples pour montrer comment ce scénario est en train de se faire à partir d'associations de terrain aujourd'hui. Par exemple, faire que par rapport à la reprise d'un établissement associatif par un de ces groupes qui aujourd'hui se dit un professionnel du social et qui veut standardiser un certain nombre d'offres pour présenter de nouvelles sécurités par rapport aux commanditaires, il y a eu dans un village une mobilisation de la population parce que cette association
c'est une association qui effectivement ne joue pas simplement un rôle social, mais joue un rôle économique dans l'emploi. Et à partir de cette mobilisation, il y a eu la possibilité de retourner la décision avec en plus un jugement qui a été gagné, et la population aujourd'hui se sent partie prenante, mais pas au sens édulcoré, au sens véritable partie prenante de l'association qui a été reprise dans des nouvelles conditions, et cette mobilisation fait que l'association est aujourd'hui portée. Un autre exemple, une association de 1000 personnes dans un département de l'Ouest. Cette association pourrait être une association qui soit, selon le scénario premier que j'indiquais, managériale et professionnelle seulement. C'est devenu beaucoup plus que ça. C'est devenu une association qui permet à ses salariés, à ses usagers de porter des projets d'innovation sociale. C'est une association qui, en tant qu'association importante sur le territoire, accueille des associations émergentes qui, elles, sont en difficulté. C'est la possibilité de, par exemple, assurer une restauration collective en créant une société coopérative d'intérêt collectif avec les usagers de la restauration collective, les salariés et des bénévoles qui sont associés. C'est donc une dynamique socio-économique de terrain, et je crois que ceci est tout à fait essentiel, et ça nous montre que l'hybridation des financements qu'on évoquait ce matin, ce n'est pas la somme des financements publics et des financements privés, c'est aussi toutes les formes de mobilisation associative qui peuvent avoir une traduction en termes de moyens économiques. Et l'étude que l'on a faite pour le FONGEP montre qu'il y a aujourd'hui une invention associative en matière de ressources économiques qui aboutit justement, là encore, à déborder le marché et l'État. Il me semble que ce scénario, il est aujourd'hui en train de se faire. Il est celui qui peut nous amener à sortir de la crise de la démocratie représentative qui a été mentionnée à diverses reprises aujourd'hui. Mais il n'apparaît pas parce qu'il est caché par les deux premiers et par la prégnance des pôles du marché et de l'État. Pour retrouver ce scénario, il faut retrouver la dignité de faire association. Et là-dessus, je crois qu'il faut aussi, c'est pour ça que le dernier livre, je l'ai intitulé « Réinventer l'association », il faut retrouver une mémoire dont nous avons été privés, qui est la mémoire de l'association. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, dont la France, il y a de nouveaux historiens qui sont en train de retrouver une autre histoire du 19e siècle. Je pense à Rio Sarcey, je pense à Hayat, je pense à Gribaudy et tout un ensemble de jeunes historiens en France qui aujourd'hui sont en train de nous dire que nous ne connaissons pas l'histoire de l'associationnisme parce que l'association a été recouverte à partir du second 19e siècle par deux idéologies, l'idéologie libérale et l'idéologie marxiste, qui ont les deux nié le rôle qu'avaient joué les associations. Je pense qu'il faut qu'on retrouve aussi notre mémoire pour arriver à comprendre que ce qui aujourd'hui est pertinent dans l'association, ce n'est pas de se mouler dans le cadre étatique ou de se rapprocher des grands groupes privés, mais c'est bien de retrouver dans l'association ce qui fait association. On va juste terminer avec Tocqueville, sous l'égide duquel a commencé cette journée, citée par Philippe Jachan, citée par Roger Su, qui rappelait cette belle phrase « L'association est la science mère de la démocratie. Toutes les autres sciences dépendent de celle-là. » Est-ce que vous pensez qu'elle peut redevenir la science mère d'une démocratie renouvelée, réécrite pour notre temps? Je crois qu'effectivement, les écrits de Tocqueville sont importants, ça a été mentionné ce matin, mais il faut aussi se rappeler que quand Tocqueville valorise la démocratie en Amérique, il se bat contre les associations ouvrières en France. Et je pense que cette ambivalence doit aussi être réintégrée dans l'analyse, puisque les textes que Tocqueville a fait en 1848 sont extrêmement clairs. Ça, c'est une énigme que nous devons résoudre aussi. Comment se fait-il que Tocqueville, qui a à ce point été empathique vis-à-vis de l'association américaine, se prononce contre les formes d'auto-organisation ouvrière au même moment en France? Et je crois que nous devons nous appuyer sur Tocqueville, mais nous devons aussi nous appuyer sur de grands penseurs qui ont donné une place à l'association.
effectivement Habermas avec la notion d'espace public autonome et comment il les relie à ce qu'il appelle des rapports d'association qui sont des rapports non pas gouvernés par l'argent ou le pouvoir mais par la solidarité. Et puis aussi, je pense qu'en lien avec Tocqueville, on peut se remémorer la phrase de John Dewey: ce qui est difficile à comprendre dans la société contemporaine, ce n'est pas l'individualisme, ça c'est facile, c'est le fait que les gens veuillent faire association et pourquoi ils font association. Je pense que ça reste l'une des grandes questions qui nous est posée pour le XXIe siècle. Merci beaucoup Jean-Louis Laville. Merci. Alors.